perturbé. Demain, nous fêterons Diane. Passez tous une excellente soirée. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de votre journal des Alpes, la foudre est tombée à Villefontaine la nuit dernière. Une maison a subi des dégradations. Les voisins ont vu une boule blanche, entendu une explosion et constaté la destruction de leurs appareils d'électroménager due à une surtension. Grenoble poursuit sa cure d'amaigrissement face aux baisses des recettes. L'équipe d'Éric Piolle a décidé de fermer 2 bibliothèques. Une décision qui touche un secteur très sensible, la diffusion de la culture dans les quartiers, et qui fait suite à d'autres coupes dans le même domaine culturel. Les têtes de canard du collectif allemand Interduck font des émules chez les élèves d'une classe de l'agglomération grenobloise. À leur tour, ils ont détourné des œuvres d'art et peuvent découvrir les expositions du musée Hébert et du château de Sassenage en suivant un véritable jeu de piste. Les titres du journal national présentés par Carole Gessler. Là encore, les intempéries. L'alerte orange touche ce soir l'est de la France. De gros dégâts en Alsace, avec des centaines d'interventions de pompiers pour évacuer des habitants piégés par la montée des eaux. Le village de Port-Nartois est l'un des plus durement touchés. Un torrent de boue a traversé la commune. Et puis l'Euro de football, jour J-2, un enjeu majeur en matière de sécurité. Une application alerte attentat a été lancée et testé. La nature montre parfois sa puissance et ce malgré toutes les protections modernes. Cela a été le cas hier soir dans un quartier résidentiel de Villefontaine. La foudre est tombée sur une habitation et fait des dégâts dans tout le voisinage. Nathalie Rapuc, Dominique Bourget. Quand on parle de coup de foudre, ça ressemble à ça. Dans le quartier des Fougères, les habitants n'en reviennent toujours pas. Micro-ondes, la console, les télés, l'ordi. Il n'y a plus rien dans la maison, il reste que le frigo. C'est cette maison qui a pris la foudre hier soir vers 21h30. Christophe habite juste à côté, il a tout vu. Une grosse boule blanche, et tout s'est coupé, plus de jus, plus rien, avec la maison qui a vibré, etc. Enfin, un truc. Je pensais que c'est nous qui avions pris la foudre au départ. Un éclair d'une telle violence que des parties de la maison foudroyée ont littéralement explosé, projetant des débris dans le jardin voisin. Personne n'a été blessé, mais la déflagration a choqué tout le quartier. On était en train de regarder la télé et donc on a entendu un grand bruit comme une explosion et donc on a eu des acouphènes en fait pendant quelques secondes après le bruit. Donc on s'est douté qu'il y avait quand même quelque chose d'important. Toutes les maisons du plateau sont vérifiées par des techniciens du réseau électrique. Plusieurs compteurs ont dû être changés. C'est un peu comme une toile d'araignée. Si la foudre tombait sur une toile d'araignée, la foudre se diffuse parmi les lignes et quand elle arrive au bout, quand elle peut plus se diffuser, justement la foudre, la surtension se produit à cet endroit-là. Chacun tente de comprendre pourquoi la foudre est tombée ici et pas ailleurs. On est sur un secteur qui n'est pas foudroyé davantage que n'importe quelle autre commune. La seule singularité, c'est peut-être effectivement l'altimétrie des Fougères, qui est le point le plus haut de Villefontaine. Voilà. Les occupants de cette maison sont hébergés par des amis. En attendant le passage des experts, ce logement reste inhabitable. Personne ne vient. Nouvelle journée de recherche de ce randonneur disparu après un accident de rappel dans les cascades du Bâton, dans la vallée de la Romanche. Sa compagne avait, elle, été retrouvée dimanche, grièvement blessée, après 5 jours passés seule dans la montagne. Céline Aubert et Yves Mariglot ont suivi le travail des secouristes. 16 heures au pied des cascades de Bâton, commune d'Almont. L'hélicoptère de la sécurité civile dépose les hommes du PGHM du Versou, le peloton de gendarmes de montagne qui recherche Julien depuis 5 jours. On continue les recherches, on a fait les secteurs rive droite, rive gauche du canyon pour essayer de trouver la victime. On l'a toujours pas retrouvée aujourd'hui. Alors on a passé 5 heures sur des cordes, c'est assez exposé, c'est très vertical. On est en technique alpine, en binôme, et pour l'instant on n'a pas un résultat positif, mais voilà, on continue. Des recherches complexes sur une zone dangereuse, accessible uniquement par hélitreuillage. C'est dans ce canyon qu'il y a une semaine à présent, Julien et sa compagne Anaïs se sont trouvés bloqués. Leurs cordes coincées, ils n'avaient plus qu'une solution, sauter. Une chute de 10 mètres dans des blocs rocheux.
Blessée à la tête, la jambe cassée, la jeune femme de 29 ans a tout de même réussi à s'éloigner. Et c'est ainsi que, par chance, un promeneur l'a aperçue faisant des signes, après 4 jours et 3 nuits passés tout là-haut. On est un peu admiratif par rapport au courage qu'elle a eu et puis la ténacité dont elle a fait preuve pour garder le moral et rester motivée pour être secourue jusqu'au bout et également pour ce déplacement qu'elle a effectué de plusieurs centaines de mètres en terrain assez escarpé pour aller à un endroit visible de la route et pour qu'on puisse donc la repérer. Originaire de Montpellier, Anaïs et Julien sont des canyonistes confirmés, la jeune femme surtout. Étudiante au CREPS, elle doit passer son diplôme de moniteur de canyoning. Toujours hospitalisée à Grenoble, elle va être opérée et garde espoir que son compagnon soit retrouvé sain et sauf. Accident mortel de bûcheronnage hier à Massieu en Isère. Les pompiers ont porté secours à un homme qui gisait à côté de son tracteur, qui vraisemblablement a basculé. L'homme âgé de 31 ans était en arrêt cardio-respiratoire. Il n'a pu être ranimé. Les précisions sur notre site internet alpes.france3.fr. Le tribunal de Grenoble examinait aujourd'hui le maintien en place du placement en famille d'accueil en pouponnière des 3 enfants de Rachel, une mère atteinte de la maladie d'Asperger et qui est accusée de provoquer l'autisme de ses 2 garçons et de sa fille. Depuis 1 an, cette femme se bat pour récupérer leur garde, soutenue par de nombreuses associations qui dénoncent un placement abusif dû à une méconnaissance de l'autisme. Marion Feutry, Jean-Pierre Rivet. Devant le tribunal, le comité de soutien de Rachel est au rendez-vous. Tous parents d'enfants autistes, ils sont venus soutenir cette mère de famille. Depuis près d'1 an, elle se bat pour récupérer ses enfants placés par les services sociaux et prouver qu'elle n'est pas responsable de leurs troubles du développement. C'est toujours les mêmes discours. On l'accuse d'avoir rendu ses enfants autistes. On l'accuse qu'elle veuille des enfants autistes alors que ces enfants sont diagnostiqués depuis par le docteur Saunier, qui est responsable du centre de ressources autisme. Donc que les juges ne reconnaissent pas ça et que l'ASE ne reconnaisse pas ça, c'est incompréhensible. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, a placé les 3 enfants en août dernier. 2 vivent depuis en pouponnière, l'aîné en famille d'accueil. À l'origine de cette décision de justice, le rapport d'un expert psychiatre qui associe les troubles des 3 enfants à des signes de maltraitance. Une erreur judiciaire, selon l'avocate de Rachel. Je ne comprends toujours pas les raisons de ce placement. J'ai très peu d'espoir sur le fait que les choses s'arrangent et qu'il y ait une levée du placement. Néanmoins, je me suis permise de la demander. J'ai demandé une levée du placement, bien sûr. Parce qu'imaginez que vous n'ayez rien à vous reprocher, vous êtes victime d'une injustice, vous avez élevé vos 3 enfants toute seule, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un appartement vide, avec rien, avec 3-4 dessins, des souvenirs, et vous voyez vos enfants une demi-heure tous les 15 jours chacun. C'est odieux, la violence psychologique qui est faite à cette jeune femme. Rachel obtiendra-t-elle la garde de ses enfants ou le placement sera-t-il maintenu? La justice rendra sa décision le 24 juin. Dans le procès des meurtriers présumés de Cédric Papatico aux assises de Chambéry, l'avocat général a reconnu les 5 accusés coupables d'avoir délibérément heurté le policier avec leur véhicule. Il a requis aujourd'hui 20 ans de réclusion pour l'un, 30 ans avec 15 années incompressible pour 3 autres. Le 5e homme, interpellé en Tunisie en décembre 2013, mais non extradable car de nationalité tunisienne, écoperait de la perpétuité. Demain, les plaidoiries des avocats. Ce sont finalement 2 informations judiciaires, l'une pour vol aggravé, l'autre pour coup mortel, qui ont été ouvertes par le parquet de Grenoble après le cambriolage de Bonnefamille en Isère. L'homme qui a tué son cambrioleur a été placé sous statut de témoin assisté. Les explications de Florine Heba. 4 jours après le cambriolage qui a mal tourné à Bonnefamille en Isère, la question de la légitime défense se pose, selon Jean-Yves Coquillat, procureur de Grenoble. C'est pour cette raison que l'artisan maçon de 60 ans, agressé à son domicile dans la nuit de samedi à dimanche, a été placé hier sous statut de témoin assisté. Un statut intermédiaire entre simple témoin et mise en examen qui rend les éléments à charge moins lourds. Dans cette affaire, le parquet a ouvert 2 informations judiciaires. La première pour coup mortel, qui consistera à préciser les circonstances exactes de la mort de l'un des 3 cambrioleurs tués par le propriétaire des lieux. La seconde pour vol aggravé avec violence en réunion et effraction à l'encontre des 2 complices qui s'étaient rendus dimanche à la suite du drame. Les 2 hommes originaires de Vénissieux dans le Rhône et âgés d'une vingtaine d'années ont été placés en détention provisoire. 2 juges d'instruction ont été co-saisis de l'enquête. Reste à savoir quelle qualification sera retenue à l'encontre du maçon
qui selon son avocat se dit accablé par cet événement tragique. Justice encore avec une information révélée par notre confrère d'RTL, Serge Pueyo. Un trafiquant de drogue grenoblois a été libéré grâce au versement d'une caution de 500 000 € payés cash. Cet homme habitant de la cité Mistral était en détention provisoire à Lyon et avait demandé une liberté sous contrôle judiciaire. Le tribunal a accepté et fixé la caution à 500 000 €. Une somme qu'ont apporté 29 personnes lundi dernier dans différentes enveloppes. Le parquet a eu beau déposer une requête pour blanchiment aggravé. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour juger de l'origine frauduleuse de cette caution et a donc validé la remise en liberté du trafiquant. Si certains avaient des doutes sur la politique de rigueur mise en place par la municipalité grenobloise, ils viennent d'être définitivement levés, ces doutes, avec la décision de fermer 2 bibliothèques de la ville. Une mesure emblématique qui fait beaucoup réagir, mais jugée nécessaire pour réduire les dépenses et faire face à la baisse des dotations de l'État. D'autres services publics de la ville seront aussi touchés avec des suppressions de postes. Jordan Guéant, Damien Borelli. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Grenoble va fermer 2 de ses 14 bibliothèques, comme celle-ci en plein centre-ville. Conséquence, 15 postes seront supprimés, une mesure choc. Les syndicats dénoncent un véritable plan social. Il y a tous les précaires qui ne sont pas remplacés, tous les renforts qui sont supprimés, tous les départs à retraite qui ne sont pas remplacés. Il y a des suppressions pures et dures. Quand on voit aux bibliothèques, vous avez donné l'exemple, il y a 14 postes qu'on arrête, on ferme des équipements publics. Les bibliothèques, un arbre qui cache une forêt d'économies bien plus vaste. La mairie se dit financièrement exsangue et veut gagner 14 millions d'euros en 2 ans. Effectivement, ça fait très mal, on n'en est pas fiers. Sauf que, je vous l'ai dit, il y avait 3 solutions. La première, on dit on ne sait pas faire. La deuxième, on augmente les impôts. Ou la troisième, on voit où est-ce qu'on peut aller faire des économies sans dégrader le service public. Et de cibler une nouvelle fois la baisse des dotations de l'État aux collectivités, de quoi faire bondir l'opposition. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'ancienne municipalité, c'est la faute de la région, c'est la faute du département. On ne dit pas trop que c'est la faute de la métropole, mais c'est tout juste. Mais quelle est la responsabilité du maire aujourd'hui et de son équipe? Ils sont irresponsables? La question se pose en effet. En attendant, le coup de rabot s'annonce net. Fermeture d'une maison de retraite et de 3 foyers, des habitants sur 6. Hausse des tarifs des piscines ou du stationnement. Aucun doute, la rigueur désormais a gagné Grenoble. Direction à présent l'aérodrome du Versoux en Isère pour découvrir une formation d'exception, celle de mécanicien aéronautique, une spécialité que propose le lycée du Grésivaudan à Mélan. Denis Mignot-Duguay, Jean-Pierre Rivet. Marius et Thomas, tiens. Donc c'est checker les feux de la 109. Donc, normalement c'est Doc à 109. Contrairement aux apparences, ces jeunes n'ont pas encore fait leur entrée dans la vie active. Ce sont des élèves du lycée du Grésivaudan à Mélan qui suivent une formation dans le domaine de la maintenance aéronautique allant du bac professionnel jusqu'à la mention complémentaire aéronautique option avion ou hélicoptère à moteur turbine. Une formation très complète pour ces futurs mécaniciens spécialisés. Sur la semaine, il y a à peu près 30 heures de cours, il y en a la moitié qui se fait en salle. Ils ont des matières classiques, bien sûr en filière professionnelle, du français, des mathématiques, etc. Mais ils ont par exemple de la physique, on essaye de l'appliquer à l'aéronautique. De l'électricité, on va plutôt parler de l'électricité, mais des circuits qui sont dans les avions, dans les hélicoptères. C'est super que ça s'allume, on met le groupe et tout, c'est super les écrans, mais il y a quand même un but. Pour mener à bien leur formation, la petite quarantaine de lycéens dispose de plusieurs appareils, qu'il s'agisse d'avions ou d'hélicoptères. À cela s'ajoutent des moteurs en tout genre, comme ce réacteur qui en temps normal équipe un Boeing 747. Une façon efficace de préparer les élèves à leur future vie professionnelle. Après le bac pro, c'est de l'alternance, donc 1 an de mention complémentaire. Et après, il faut valider notre expérience en continuant dans la boîte et en faisant en étant employé, quoi, pour valider les acquis. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se déplacer dans ce métier-là. Si l'avion il a une panne, c'est le mécano qui va se déplacer jusqu'à l'appareil s'il ne peut pas se déplacer à l'hangar ou au centre de maintenance. Suivre ces formations permet aux jeunes d'obtenir un diplôme d'État de l'éducation nationale. Parallèlement à ce cursus, il valide aussi sa formation de base de technicien de maintenance d'aéronefs, car désormais cette section spéciale du lycée du Grésivaudan est reconnue dans le monde de l'aéronautique. Parallèlement aux formations éducation nationale, nous avons les validations de l'aviation civile. C'est-à-dire que nos jeunes obtiennent des certifications validées par l'aviation civile, tant dans le domaine de l'avion que dans le domaine de l'hélicoptère.
Donc on est vraiment sur de la formation initiale, éducation nationale diplômante, et on est aussi sur du vrai travail de relation avec l'entreprise. Le lycée du Grésivaudan est le seul établissement de l'Académie de Grenoble à offrir ce type de formation qui s'enrichira dès la rentrée prochaine par l'ouverture d'un BTS aéronautique en temps plein pour former de véritables spécialistes destinés à travailler sur les sites d'assemblage et de maintenance des aéronefs en tout genre. Troisième étape du Critérium du Dauphiné, Bouin-sur-Lignon, tournant 168 km. Le peloton est longtemps resté groupé jusqu'à l'approche de la seule difficulté du parcours, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. 4 hommes ont tenté de s'échapper, dont le coureur des G2R, Cyril Gauthier. Mais quand la pente est devenue plus raide, ils ont été vite repris. Et c'est finalement dans la descente sinueuse et très technique que l'Italien Fabio Aru s'est détaché. Il a su ensuite conserver une dizaine de secondes sur le peloton, emmené par les équipiers des sprinteurs auxquels était destinée cette étape. Finalement, Fabien Aru, vainqueur d'un Tour d'Espagne, s'impose de justesse, mais avec la manière. Alberto Contador est toujours en jaune. Nos envoyés spéciaux Daniel Despin et Didier Albrand ont suivi cette étape en compagnie du directeur de ce Critérium du Dauphiné, un certain Bernard Thévenet. Attention pour le départ. Top pour le départ. Top. À 68 ans, Bernard Thévenet en fait 12 lorsqu'il lance le départ d'une course. À bord, tout sourire, c'est lui, le chef d'orchestre, bien entouré par les équipes d'ASO, l'organisateur du Critérium et du Tour de France, qui lui fait entièrement confiance. Il peut arriver qu'il y ait des situations qui soient stressantes. Mais non, dans l'ensemble, toute l'équipe d'ASO est bien rondée et ça se passe très bien. À l'époque où il courait, on l'appelait Nanar. Bernard Thévenet est né au lieu-dit Le Guidon, ça ne s'invente pas, sur la commune de Saint-Julien-de-Civry en Saône-et-Loire. L'étape d'hier est passée tout près. C'est surtout on est passé là où j'ai gagné ma première course. C'était en 63, donc c'est pas hier. Mais ça fait toujours un pincement au cœur parce que sa première course, c'est sûr qu'on s'en rappelle. C'est comme sa première participation au Tour de France, ou le premier maillot jaune. C'est quelque chose qui marque vraiment dans la carrière d'un cycliste. Les mots qu'il faut sur les podiums de départ, les petits fours des mairies qui accueillent le Critérium, c'est son lot quotidien et il le fait avec générosité. Mais Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France et du Critérium du Dauphiné, c'est bien plus encore. C'est un monsieur d'exception pour moi, c'est un être humain d'exception. C'était un très grand champion, vainqueur du Tour de France. Le tombeur d'Eddy Merckx, il le restera pour l'histoire du cyclisme. Mais si je dois retenir quelque chose, ce sont les mots qu'il a prononcés lorsqu'il a reçu la Légion d'honneur des années après sa carrière. Et il y avait son père qui était là dans un fauteuil roulant. Et il lui a dit « Toi, tu as été maquisard, tu as été résistant, tu n'as pas la Légion d'honneur, elle est pour toi. » Il s'est retourné vers ses enfants et il a dit « Elle n'est pas pour vous les enfants parce que je sais que vous aurez la force d'aller chercher dans la vie ce qui est important pour vous. » Et voilà, j'ai un immense bonheur d'être son ami. Rien n'était écrit dans la vie de ce fils d'agriculteur d'un coin perdu de la Franche-Comté, mais le vélo, c'est sûr, a bouleversé sa vie. Si j'étais resté agriculteur, j'aurais pas la vie que j'ai maintenant, je serais pas devant vous ce maintenant, c'est sûr. Donc oui, c'est sûr que j'ai une vie privilégiée. J'ai travaillé pour ça, mais je reconnais que oui, j'ai une vie hors norme. Oui. Bernard Thévenet a passé sa vie sur les routes de France, une vie de champion et une vie d'homme accomplie. Et demain, nouvelle étape, Tain-l'Hermitage, Belay dans l'Ain, 176 km. À 2 jours de l'Euro, tout le monde parle foot et joue foot aussi. En partenariat avec le GF38, le Stade des Alpes accueillait aujourd'hui un tournoi pour personnes amputées. 16 équipes d'entreprises se sont affrontées avec dans leur effectif un membre de l'équipe de France de football pour personnes amputées et invalides qui devaient jouer avec des béquilles. Des sensibilisations au handicap étaient proposées au public. Parmi les parrains, Nassim Akrour, le légendaire attaquant du GF38, encore en activité à bientôt 42 ans. Notre sujet grande région est un faire-part de naissance dans la famille de monsieur et madame Faucon-Pèlerin, l'un des rapaces les plus prestigieux. Un couple est niché à 70 mètres du sol sur une haute cheminée à Rive-de-Gier dans la Loire. Chose très rare, la femelle vient de donner naissance à 3 bébés. Catherine Doll, Vincent Diga. Parents et bébés, des faucons pèlerins se portent à merveille sur la plus haute cheminée industrielle de la vallée du Gier. Pas des plus romantiques pour conclure et fonder une famille, sauf pour ce rapace, contraint de dominer ses proies, des oiseaux surtout, pour mieux les capturer en vol.
Championne du piquet, rare et prestigieuse, l'espèce a de tout temps fasciné l'homme. On retrouve dans le hiéroglyphe égyptien le dieu Horus est un faucon pèlerin. Et puis, lorsque l'homme vivait dans des cavernes, le faucon pèlerin fréquentait aussi les falaises. Et finalement, je pense que c'est un oiseau qui a toujours été relativement proche de l'homme. Cette fascination conduit ce passionné à couver du téléobjectif la famille Faucon. C'est bon, les 4 sont en pleine forme. D'autant que l'heure des premiers pas, des premiers battements d'ailes, est proche. Il peut arriver parfois que des jeunes faucons manquent un petit peu de force et un petit peu d'habileté pour réussir leur premier envol. Et là, ils ont besoin de nous pour qu'on les repositionne un petit peu en hauteur pour qu'ils puissent retenter une nouvelle chance de s'envoler pour de bon. Braconnage ou pesticides, l'espèce a eu du plomb dans l'aile dans les années 70, tombant à moins de 100 couples en France. Aujourd'hui protégée, cela va mieux. À la LPO, on espère que ce carnet rose en appellera d'autres. En avril dernier, nous vous faisions découvrir l'exposition décalée L'Art du Canard au couvent Sainte-Cécile de Grenoble. Eh bien, le collectif d'artistes allemands Interdoc revisitait tous les grands classiques de l'histoire de l'art. La Joconde, l'homme de Virtruve, en remplaçant leur visage par une tête de canard. L'exposition rencontre un franc succès, bien au-delà des simples amateurs d'art. La preuve avec Aurore Trespeux et Franck Serroni. Allez, pareil, ressemblance et différence. C'est le même, l'espèce de tapisserie, la rouge, c'est la même. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Un bec, un grand bec. Ces élèves de CM2 découvrent François Ier, version canard. Et le roi de France n'est pas le seul volatile au couvent Sainte-Cécile. C'est quand même une fabuleuse porte ouverte sur l'histoire de l'art. Je voulais que les enfants puissent voir les ressemblances et les différences entre les œuvres originales qui ont été détournées et les œuvres d'Interdoc. Après la découverte, place à la création. Autour des enfants de prendre leur crayon et de détourner des œuvres. Choisir une tête de canard et reconstituer vos personnages. À l'heure du découpage, la visite du matin fait beaucoup parler. J'ai bien aimé, c'était marrant, mais c'est bizarre de voir des tableaux que je connais en canard. On peut changer des œuvres qui étaient plutôt sérieuse et que ça devient un peu humoristique. Et les artistes en herbe ne s'arrêtent pas là. Le week-end, ils partent à la chasse aux canards, cachés au château de Sassenage et dans plusieurs musées de Grenoble. C'est une façon d'amener les visiteurs à découvrir le musée qui est plus drôle et plus malicieuse que celle plus sérieuse qu'on a l'habitude de leur proposer. Pour trouver les volatiles, rien de plus simple, il suffit de suivre leur empreinte et d'ouvrir l'œil. Le musée Géo-Charles d'Échirolles accueille, lui, jusqu'en octobre prochain, Paysage ou l'étrange idée du beau, une exposition qui s'interroge sur la présence singulière et exceptionnelle du paysage dans notre région. Isabelle Colbrand, Jean-Pierre Rivet. Une fois n'est pas coutume, c'est côté jardin que se dévoile une partie de l'exposition Paysage. Ambiance ensoleillée avant de plonger dans la pénombre voulue d'un parcours artistique pour s'emparer d'un thème universel. Le paysage, c'est un élément en fait de contemplation. Le paysage, c'est celui aussi qui révolutionne à un moment donné la peinture, dans cette façon que les peintres auront d'aller chercher la lumière, de capter l'instant, dans son rapport au temps. Le paysage, il est né au XVe siècle, il est associé au terme de pays, et le paysage, c'est aussi une ressource dont il faut aujourd'hui tenir compte parce que effectivement l'environnement, les problèmes climatiques sont au cœur d'une réflexion qui nous concerne tous. C'est au tour de deux artistes, Jean-Marc Rochette et Michel Frère, que s'articule le cheminement en résonance avec les peintres de la tradition du paysage, Courbet, Corot, Ravier ou Achard, une ambiance volontairement tamisée. C'est un parcours effectivement dans l'obscurité, dans la pénombre. Pourquoi ? Parce que la peinture, elle naît d'abord dans une grotte, elle
révèle dans cette manifestation de l'homme par la main de son environnement. Donc nous avons un voyage ici, un parcours en demi-teinte. Un été tout entier pour profiter de ce lieu accueillant qu'est le musée Géo-Charles, qui nous invite à chaque fois à une découverte et à une réflexion artistiquement vivante et contemporaine. Tout de suite la météo régionale, puis la